Le soleil était haut au-dessus de la terre poussiéreuse lorsque Maria franchit la porte vitrée du nouvel hôpital. Blouse blanche, badge nominatif sur la poitrine, cheveux soigneusement attachés. Son corps s'était aminci, non par miracle, mais par des années qui lui avaient tout demandé. De fines rides sillonnaient son visage, comme des traces de vent sur un sol sec. Ceux qui l'avaient autrefois appelé baleine ne l'auraient pas reconnu aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela que cela faisait si mal quand ce matin précis, le passé vienne s'asseoir devant elle. Dans la salle d'attente, les gens étaient serrés les uns contre les autres. Tout, murmure, le grincement des chaises en plastique. Maria travaillait calmement, comme elle en avait pris l'habitude. Prendre les noms, créer des dossiers, trouver des mots apaisants. Elle était douée pour cela, car elle savait ce que c'est que de se sentir petite, ce que c'est que de demander de l'aide les mains vides et d'être quand même traitée comme un fardeau. Puis elle entendit cette voix, rauque, cassante, avec une courtoisie qui sonnait comme de la peur. « J'ai besoin d'un médecin. » Maria leva les yeux un instant seulement, comme elle le faisait 1000 fois par jour. Et à ce moment-là, elle eut froid, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la pièce. L'homme devant elle était maigre, négligé, la peau sèche, les yeux ternes. Il s'accrochait au bord du comptoir, comme s'il allait tomber. Et pourtant, pour Maria, il parut soudain plus grand que tous les autres, parce que son nom résonnait en elle comme un coup. Severino. Elle sentit son cœur rater un battement, non par haine, non par nostalgie, plutôt par la connaissance effrayante qu'un seul mot peut suffire à la faire replonger des décennies en arrière. Le bruissement d'un dossier, un chemin poussiéreux, une vieille charrette, 5 poules dans la cour. Un enfant qui pleurait pour de l'eau. Maria força ses doigts à tenir le stylo. Elle demanda les informations habituelles, d'une voix si neutre que la sienne lui parut étrangère. Severino donna son nom, comme s'il n'était qu'un autre patient. Il ne la reconnut pas. Il ne vit qu'une femme en blanc, soignée, compétente, faisant partie d'un monde auquel il n'appartenait pas. « Quels sont vos symptômes ?»« Tout. Difficultés respiratoires. Depuis des mois. Je suis faible. » Il toussa dans le creux de son bras et baissa les yeux, comme s'il avait honte de chaque bruit. À côté de lui se tenait un jeune médecin qui sortait juste d'une salle de consultation. Gants propres, regard calme. Il prit le dossier, jeta un bref coup d'œil à Severino, puis à Maria. « Envoyez-le-moi, » dit-il. Sa voix était ferme, non dure. Quelqu'un qui avait appris à ne pas trier les gens selon leur apparence. Severino s'accrocha à ces mots comme à une dernière branche au-dessus d'un abîme. « Docteur, aidez-moi, » parvint-il à dire. Le jeune médecin le regarda comme si cette demande n'avait rien d'extraordinaire. « Bien sûr, venez. » Alors que Severino se dirigeait lentement vers le cabinet, Maria resta un instant immobile, le stylo à la main, sans écrire. La pièce autour d'elle continuait. Sonnerie de téléphone, pas, un enfant qui râlait. Mais en elle, il y avait le silence. Le médecin se retourna encore une fois, comme s'il avait senti quelque chose. « Tout va bien, Donna Maria ?» demanda-t-il doucement, presque négligemment, pour que personne ne l'entende. Donna Maria. Ce nom lui appartenait désormais, prononcé avec respect. Non pas comme autrefois, quand les gens la raillaient d'un regard avant même qu'elle n'ait ouvert la bouche. Elle hocha la tête. « Oui, juste une longue matinée. » Le médecin sourit brièvement et disparut dans la pièce. Maria le suivit des yeux et quelque chose en elle se serra douloureusement.
car elle savait ce que Severino ne savait pas encore. Non pas qui elle était, mais qui était l'homme dans le cabinet, son fils, le garçon que Severino avait autrefois abandonné jusqu'à ce que seuls ses os ne tiennent plus que dans des vêtements trop grands. Le garçon qui avait un jour tendu les bras vers son père et n'avait reçu que de la poussière. Maintenant, il portait une blouse blanche, se tenait droit, regardait les gens comme s'ils en valaient la peine. Maria serra les lèvres jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Elle ne pensait pas à la vengeance, pas au triomphe, juste à cette étrange, lourde justice que la vie distribue parfois sans grands mots. Severino était venu parce qu'il n'avait plus le choix, parce que son corps le trahissait, parce qu'il dépendait soudainement de quelqu'un pour ne pas le laisser tomber. Et maintenant, il était assis précisément devant l'enfant qu'il avait abandonné. Maria prit la fiche suivante comme si de rien n'était. Elle se força à respirer, à continuer de travailler. Mais ses mains étaient froides. À l'intérieur d'elle, une porte s'ouvrit, derrière laquelle se tenaient toutes les images qu'elle avait si longtemps enfermées. Elle savait, aujourd'hui, le passé ne se tairait plus. Aujourd'hui, il prendrait forme dans un couloir d'hôpital, dans un nom sur un dossier, dans une toux qui implorait la grâce. Et elle savait aussi, quoique Severino méritât ou non, son fils ferait ce qui était juste. Non pas à cause de Severino, mais à cause de ce qu'elle lui avait appris, quand elle n'avait rien d'autre qu'un enfant et la décision de ne pas s'effondrer. Maria s'assit, rangea proprement les dossiers et fixa un instant la ligne qu'elle venait d'écrire. Severino da Silva. Puis elle murmura si doucement que personne ne put l'entendre. C'est ainsi que la boucle se boucle. Le souvenir ne vint pas en silence. Il s'abattit sur Maria comme la chaleur d'un midi sans ombre. Tandis que dehors, à l'hôpital, les gens allaient et venaient, elle était de nouveau là, sur le sol sec devant la petite hutte de terre, le jour où sa vie s'était brisée. Le soleil avait brûlé sans pitié. Maria était assise sur un banc de bois bas, la robe collée à son corps, l'enfant lourd dans ses bras. Joãozinho avait 4 ans, les lèvres gercées de soif, les yeux fatigués. Il ne pleurait pas fort, plutôt comme s'il avait compris depuis longtemps que pleurer ne changeait rien. Au loin, une vieille charrette grinça. Ce bruit s'était gravé en elle. Severino s'arrêta juste devant la hutte. Il en descendit sans la regarder. Pas un salut, pas une question. Juste la hâte, comme s'il voulait en finir. Il jeta 2 paquets de vêtements par terre, négligemment, comme des ordures. La poussière s'éleva. « Descends, Maria, dit-il froidement. À partir d'aujourd'hui, tu te débrouilles seule. » Elle essaya de se lever, mais son corps était lourd, ses jambes tremblaient. « Severino, nous sommes mariés depuis 6 ans, et Joãozinho est ton fils. » Sa voix était faible, plus une supplication qu'un argument. Il rit brièvement, sans joie. « Femme, crois-tu que je n'ai pas honte d'être vu avec une comme toi ?» Son regard glissa dédaigneusement sur son corps. « Les gens se moquent de moi. Disent que je ressemble à une fourmi avec une pastèque. » Maria sentit quelque chose se contracter en elle, comme si une corde se serrait davantage. Joãozinho s'accrocha à son cou, enfouit son visage dans sa peau. « Papa, ne pars pas, » murmura-t-il, les petits bras tendus. Severino détourna la tête. « Tu vois les 5 poules là-bas ?» Il désigna la cour du Menton. « C'est tout ce que je te laisse. Tout ton héritage. Fais-en quelque chose. Je ne reviendrai pas. » Maria entendit son propre cœur battre. « Tu ne peux pas nous laisser ici. Il n'a encore rien mangé aujourd'hui. Il n'y a même pas d'eau. » Sa voix se brisa en disant cela. Pour la première fois,
Elle laissa la peur devenir audible. Severino remonta dans la charrette. « S'il meurt, c'est un fardeau de moins pour toi, » dit-il, comme s'il parlait d'un outil cassé. « Et je n'aurai plus à avoir honte. » La charrette se mit en mouvement. La poussière engloutit la route. Joãozinho cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, répétant sans cesse le même nom, comme s'il pouvait ainsi ramener l'homme. Maria resta là, incapable de bouger, et regarda tout disparaître. Il ne resta que le silence, la chaleur, et 5 poules qui grattaient indifféremment le sol sec. Les voisines apparurent aux clôtures. Elles ne chuchotèrent même pas. « Tu vois » dit l'une. « Maintenant, elle est toute seule. » Une autre rit. « Une femme comme ça ne vaut même pas la peine d'élever des poules, encore moins un enfant. » Chaque mot frappa Maria comme un coup, mais elle baissa seulement la tête. Joãozinho la regarda avec de grands yeux. « Maman, pourquoi parle-t-il de nous comme ça ?» demanda-t-il doucement. « N'écoute pas, mon fils, » dit-elle en forçant sa voix à rester calme. « Nous y arriverons. » Elle ne savait pas comment, mais elle savait qu'elle devait le dire. Dans la hutte, ça sentait l'humidité et la décrépitude. Des filets cassés, une table bancale, rien à manger, rien à boire. Quand elle ouvrit les paquets, elle ne trouva que des vêtements sales et un morceau de vieux savon. Pas de pain, pas de farine, pas une goutte de lait. Cette nuit-là, Joãozinho était à côté d'elle et pleurait doucement de faim. « Maman, tu vas partir toi aussi ?» demanda-t-il à un moment donné, avec la peur d'un enfant qui avait déjà trop perdu. « Non, » murmura-t-elle en embrassant son front. « Je ne partirai jamais. » En le disant, une question s'agenouillait en elle qu'elle n'osait pas prononcer. Comment tenir une promesse quand on n'a rien? Lorsque l'enfant finit par s'endormir d'épuisement, Maria sortit, s'agenouilla dans la poussière froide et laissa les larmes couler. Elle ne pleurait pas fort. C'était un pleur silencieux, qui venait d'un endroit plus profond que le désespoir. « Dieu, » murmura-t-elle, « ne laisse pas mon enfant mourir. Prends tout de moi, mais pas lui. » À l'hôpital, Maria leva les yeux du dossier. Le souvenir se retira, mais laissa derrière lui une lourdeur qu'elle connaissait. Elle savait que ce moment dans la cour de la hutte l'avait marquée pour toujours. Là, elle avait appris que personne ne viendrait la sauver. Seulement elle-même. Les jours après le départ de Severino perdirent rapidement leur nom. Il n'y avait plus que la chaleur, la faim et le décompte interminable des heures. Maria se réveillait avant que le coq ne chante, parce que son estomac lui faisait mal et parce que Joãozinho devenait agité dans son sommeil. Elle coupait un œuf dur en deux, donnait la plus grande moitié à l'enfant et faisait semblant de ne pas avoir faim elle-même. Après quelques jours seulement, elle commença à sentir son corps s'affaiblir, non pas à cause de la maladie, mais par des privations constantes. Elle allait de maison en maison, offrant des œufs, le regard baissé. Certains les prenaient sans un mot, d'autres la jaugeaient avec mépris. Au marché, des femmes riaient sous cape lorsqu'elle posait sa petite écuelle d'œufs. Maria faisait comme si elle n'entendait rien. Elle avait appris que la dignité consiste parfois seulement à rester debout, même si l'on se brise intérieurement. Un matin, Joãozinho pouvait à peine se lever. Il se plaignait de vertige, essayait de manger et vomissait tout. Maria le porta à l'école, dans l'espoir qu'il y recevrait au moins un repas. Quand l'enfant s'effondra dans la salle de classe, ce fut comme si son cœur tombait avec lui par terre. L'institutrice parla de malnutrition, de médecin, de danger. Maria n'entendit qu'un mot, le temps qu'elle n'avait pas.
Elle courut à la maison avec l'enfant, chercha des herbes, fit du thé, veilla toute la nuit à ses côtés. Elle ne priait pas pour la richesse, pas pour le soulagement, mais seulement pour que le matin arrive et qu'il respire encore. Quand le soleil se leva, Joãozinho était faible, mais en vie. Maria savait, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Elle accepta n'importe quel travail. Travail au champ sous un soleil ardent, lessive à la rivière, ménage chez des inconnus. La rémunération était faible, les mots souvent cruels. On lui disait en face qu'elle était trop lente, trop lourde, trop inutile. Elle ne répondait pas. Elle avait besoin de l'argent, pas du respect. Son corps commença à changer. Non par fierté, mais par nécessité. Elle mangeait moins, travaillait plus, portait la fatigue comme un second vêtement. Joãozinho le remarqua et demanda un soir pourquoi elle ne mangeait pas avec lui. Elle sourit et dit qu'elle était rassasiée. Ce fut le premier mensonge qu'elle lui apprit pour le protéger. Quand on la menaça de retirer à l'enfant sa place à l'école si elle ne payait pas les matériaux nécessaires, Maria comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de survie. Il s'agissait d'avenir. Et l'avenir exigeait des sacrifices plus grands que tout ce qu'elle avait donné jusqu'alors. Cette nuit-là, elle resta longtemps éveillée et regarda autour d'elle dans la petite hutte. Peu d'objets, rien de valeur. Juste les murs qui la protégeaient du soleil et de la pluie. Alors elle prit une décision qui lui coupa le souffle et lui apporta en même temps une paix étrange. Elle donnerait tout pour que son fils puisse rester. Au matin, le ciel était gris, comme si même la lumière avait hésité à tomber sur ce coin de terre. Maria se tenait au milieu de la hutte et contemplait les murs comme si elle les voyait pour la dernière fois. La table était bancale, le filet déchiré, le sol fissuré. Mais c'était un toit. C'était le seul endroit où son fils pouvait s'endormir la nuit sans peur. Et c'est précisément pour cela qu'elle savait ce qu'elle devait faire. Lorsque les poules disparurent un jour sans laisser de traces, Maria s'agenouilla dans la cour. C'était comme si on lui avait arraché la dernière possibilité de survivre de manière autonome. Joãozinho se tenait à côté d'elle, silencieux, et ne posa aucune question. Son silence faisait plus mal que n'importe quel mot. Dans ce silence, Maria comprit qu'il n'y avait plus de solutions intermédiaires. Peu après, la nouvelle arriva de l'école. Il manquait des matériaux, des livres, des cahiers pour l'examen final. Sans eux, Joãozinho perdrait son année. L'institutrice parla calmement, presque en s'excusant, mais les mots frappèrent Maria durement. L'éducation n'était pas un désir, mais une condition. Et elle avait une date limite. Cette nuit-là, Maria ne pria pas longtemps. Elle fit ses comptes, compta les pièces, compta les jours, compta les possibilités. Il n'y en avait qu'une. Le lendemain matin, elle se rendit chez un homme qui achetait des maisons. Il regarda la hutte, frappa au mur, secoua la tête. « Vieille, dit-il. Simple, rien de plus. » Mais il offrit de l'argent. Plus que ce à quoi Maria s'attendait, moins que ce que ça valait. Elle accepta, sans négocier. Lorsque Joãozinho rentra de l'école et la vit emballer ses quelques affaires, il demanda ce qui se passait. Maria le regarda dans les yeux et dit la vérité. Qu'elle avait vendu la maison pour qu'il puisse étudier. Qu'il dormirait désormais ailleurs. Pour un instant, il voulut s'y opposer, dire que ce n'était pas nécessaire. Mais il vit alors sa détermination et se tut. Avec l'argent, Maria acheta le matériel scolaire. De nouveaux cahiers, des livres propres, des stylos qui n'étaient qu'un pas cassés. Joãozinho les tenait dans ses mains comme s'ils étaient fragiles. Dans ses yeux, il y avait de la fierté,
mais aussi de la culpabilité. Maria lui posa la main sur la tête et dit qu'aucun sacrifice n'était trop grand lorsqu'il s'agissait de l'avenir. Ils déménagèrent dans une petite pièce en bordure de la ville. Pas de fenêtres, peu de place, mais c'était propre. La première nuit là-bas, Maria resta éveillée et écouta la respiration régulière de son fils. Elle avait tout perdu de ce qu'on pouvait posséder. Et pourtant, elle sentit qu'elle avait gagné quelque chose de plus grand qu'une maison. Elle avait une direction. Le temps commença à s'étirer sans que Maria ne le remarque. Les jours devinrent des mois, les mois des années. La petite pièce resta exiguë, mais elle devint un lieu d'ordre. Maria travaillait tôt et rentrait tard. Elle lavait, nettoyait, cousait, acceptant tout ce qui rapportait de l'argent. Son corps s'habitua à la fatigue, comme si elle était devenue une compagne constante. João grandit. Ses vêtements devinrent trop courts, ses questions plus grandes. À l'école, il se distinguait, non par son volume, mais par son attention. Il apprenait vite, écoutait attentivement, ramenait ses cahiers à la maison le soir et lui montrait chaque nouvelle ligne comme si c'était un cadeau. Maria ne comprenait pas tout ce qu'il expliquait, mais elle hochait la tête, souriait et disait qu'il était bon. Cela lui suffisait. Quand il fut assez grand, il parla de la ville, des examens, des études supérieures. Maria écouta et ressentit une peur qu'elle ne montra pas. La ville signifiait la distance, les coups, la solitude. Mais elle savait qu'elle ne devait pas le retenir. Elle ne l'avait pas sauvé pour le garder petit. Le jour de son départ vint en silence. Pas de gros bagages, juste un sac. À la gare routière, Maria lui tint la main plus longtemps que nécessaire. Elle promit d'écrire, il promit d'étudier. Quand le bus disparut, elle resta immobile, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la poussière. Puis, elle rentra chez elle et pleura pour la première fois seule. Elle continua à vivre, maintenant pour deux, mais sans personne pour lui demander de ses nouvelles le soir. Elle apprit à coudre, d'abord avec incertitude, puis avec plus d'assurance. Ses doigts lui faisaient un mal, mais le travail était silencieux. Elle aimait ce silence. Il laissait de la place pour les pensées, pour les prières, pour les lettres. Les lettres arrivaient régulièrement. João écrivait peu sur lui, plus sur le fait qu'elle devait aller bien. Entre les lignes, Maria lisait le froid, la faim, l'effort. Elle envoyait de l'argent chaque fois qu'elle le pouvait. Parfois, elle mangeait moins pour pouvoir envoyer plus. Elle n'appelait pas cela un sacrifice. Elle appelait cela un devoir. Les années la changèrent. Pas en douceur. Ses épaules devinrent plus étroites, son visage plus dur, son regard plus calme. Les gens commencèrent à la regarder différemment. Non plus comme un fardeau, mais comme quelqu'un qui avait de la consistance. Elle le remarqua sans y penser. Quand la nouvelle arriva que João étudiait la médecine, Maria s'assit sur le lit et tint la lettre longtemps dans ses mains. Elle ne pleura pas. Elle ferma juste les yeux et inspira profondément, comme si elle avait gravi une montagne sans s'en rendre compte. Elle savait que la partie la plus difficile était encore à venir, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus la même femme que celle qui avait été abandonnée avec 5 poules. La lettre ne vint pas comme les autres, pas d'enveloppe familière, pas d'écriture calme, seulement un télégramme, court, dur, sans consolation. João à l'hôpital, état grave. Maria lut les lignes plusieurs fois, comme si elle devait changer si elle les regardait assez longtemps. Puis ses jambes flanchèrent. Elle s'agenouilla par terre, non par faiblesse, mais parce que le corps comprend parfois plus vite que l'esprit. Elle prépara un petit sac,
2 robes, un morceau de pain, un peu d'argent qu'elle avait mis de côté pour les urgences. Ce n'était pas assez, mais assez pour partir. Personne n'eut besoin de lui dire quoi faire. Être mère lui avait appris que l'hésitation est un luxe. Le trajet vers la ville dura des heures. Maria resta immobile dans le bus, les mains jointes, les yeux ouverts, sans rien voir. Dans sa tête, une seule pensée se répétait : qu'il vive. Elle ne demandait rien de plus. Quand elle arriva, il faisait encore nuit. La ville était grande, bruyante, indifférente. Elle se sentit petite, mais elle resta debout. À l'hôpital, elle trouva son fils, maigre, pâle, des tubes dans le visage. Un instant, elle le reconnut à peine. Puis il ouvrit les yeux et la regarda, comme s'il ne pouvait respirer que maintenant. Maria s'assit à son chevet, prit sa main et ne dit rien. Les mots n'auraient fait que déranger. Les jours devinrent une nouvelle épreuve. Elle dormait sur des bancs, cousait le jour pour peu d'argent, mangeait à peine. Elle mentait quand Juan lui demandait si elle allait bien. Elle disait qu'elle avait une chambre, du travail, que tout allait bien. La vérité était sans importance. L'important était qu'il guérisse. Lentement, son état s'améliora. Les médecins parlèrent d'espoir. Maria écouta, remercia doucement et fit et continua. Quand Juan fut enfin autorisée à sortir, elle était fatiguée jusqu'aux os, mais son regard était clair. Elle avait une fois de plus surmonté le plus difficile, sans que personne ne l'ait remarqué. En montant dans le bus de retour vers l'intérieur des terres, Maria savait que la boucle allait bientôt se boucler. Son fils reviendrait, non pas en garçon, mais en homme, et elle-même était prête pour ce qui allait arriver. Le retour dans l'intérieur des terres fut différent d'avant. Maria était plus fatiguée, oui, mais elle portait cette fatigue comme quelque chose de familier. Son fils était en vie, de nouveau aux études, plus déterminé qu'auparavant. Cela suffisait. Elle reprit son travail de couturière, plus calme maintenant, plus sûre. Ses mains savaient quoi faire, même si son corps souvent s'y opposait. Avec le temps, les regards des gens changèrent. Pas soudainement, pas bruyamment. Plutôt comme si quelqu'un baissait le son. On la saluait. On lui demandait des nouvelles de son fils. Maria répondait brièvement, sans afficher de fierté. Elle avait appris que la dignité n'a pas besoin d'être expliquée. Quand Juan termina ses études et revint dans la région, ce ne fut pas un défilé triomphal. Il arriva avec une valise, une blouse blanche et la même attitude calme qu'elle aimait chez lui. Il décida de travailler dans le nouvel hôpital de la ville. Non pas là où il y avait de l'argent, mais là où il y avait un besoin. Maria le regarda et se reconnut en lui, dans son attitude. Peu après, elle reçut une invitation. On cherchait une secrétaire pour l'hôpital, quelqu'un qui savait lire, écrire, organiser, quelqu'un qui rencontrait les gens avec patience. Maria hésita. Elle n'était pas une professionnelle qualifiée, mais on lui dit qu'elle était justement pour cela qu'elle était adaptée. Parce qu'elle savait ce que signifiait attendre. Les premiers jours furent difficiles. Nouveaux processus, nouveaux équipements, un monde différent. Mais Maria apprit vite. Elle rassemblait les dossiers, calmait les patients, expliquait les procédures avec un calme contagieux. Les gens se sentaient écoutés. Et lentement, la femme qu'on avait autrefois moquée devint une figure incontournable du quotidien de l'hôpital. Mère et fils travaillaient dans le même bâtiment, souvent sans se rencontrer. Chacun avait sa tâche. Mais parfois, dans des moments silencieux, Maria le voyait traverser le couloir, droit, concentré. Alors elle savait que tout ce qu'elle avait perdu n'avait pas été en vain. Elle ne se doutait pas que c'est précisément à ce moment-là que le passé reviendrait une fois de plus, non pas comme un souvenir,
mais comme un être humain qui avait besoin d'aide. La journée commença comme tant d'autres. La salle d'attente était pleine, les téléphones sonnaient, des noms étaient appelés. Maria était assise à sa place, rangeait des documents, parlait doucement à une vieille femme qui avait peur de l'examen. Tout était familier. Routine, sécurité. Jusqu'à ce qu'un homme s'arrête devant le comptoir, le regard baissé, le corps courbé par la maladie et les années qui ne lui avaient rien épargné. « J'ai besoin d'un rendez-vous », dit-il d'une voix rauque. Maria demanda son nom sans lever les yeux. Quand elle l'entendit, sa main s'arrêta. « Severino da Silva ». Elle leva lentement le regard. L'homme devant elle était à peine reconnaissable. Amaigri, malade, seul. Plus aucune trace de l'orgueil qu'il avait autrefois chassé de la cour. Il ne la reconnut pas. Il ne vit qu'une femme en blanc, calme, respectueuse. Elle donna le nom du médecin et lui indiqua le chemin. C'était João, son fils. Maria resta assise, tandis que Severino disparaissait dans le couloir. Son cœur battait calmement. Non pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il avait appris à porter les émotions sans y être livré. Elle savait que João ferait ce qu'il faisait toujours. Il aiderait. Dans la salle de consultation, Severino reconnut la vérité petit à petit. Le nom, le visage, la voix. Le fils qu'il avait abandonné se tenait maintenant devant lui en tant que médecin. João écouta, examina, expliqua. Il ne posa aucune question sans rapport avec la maladie. Il le traita comme n'importe quel autre patient. Lorsque Severino comprit plus tard qui était Maria, quelque chose en lui s'effondra. Il pleura, demanda pardon. Maria se tenait devant lui, droite, sans colère. Elle dit qu'elle avait pardonné depuis longtemps. Non pas pour lui, mais pour être libre. Dans le couloir, le silence se fit. Personne n'applaudit, personne ne parla, mais quelque chose s'était dénoué. L'histoire, qui avait jadis commencé avec la poussière, la faim et le mépris, trouvait ici sa fin. Non pas dans la vengeance, mais dans la dignité. Lorsque Maria quitta l'hôpital le soir, elle s'arrêta un instant. L'air était doux, le ciel clair. Elle pensa à la hutte, aux 5 poules, à l'enfant dans ses bras. Puis elle continua son chemin. Lentement, sûrement. La boucle s'était bouclée.